Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. La conférence s'apprête à commencer. Le Festival d'Histoire de l'Art, l'Institut national d'Histoire de l'Art et le Château de Fontainebleau sont heureux de vous recevoir pour cette 9e édition du Festival d'Histoire de l'Art. La conférence à laquelle vous allez assister ce matin s'intitule « Le peuple personnifié en Grèce ancienne » et vous sera présentée par Monsieur François Quérel, en vous souhaitant une bonne écoute. Je vous remercie et bonjour, nous commençons exactement à l'heure sur un sujet qui s'inscrit dans la thématique choisie cette année qui est consacrée au peuple. Comme vous le savez, vous avez vu ce programme. Et si on aborde cette question du peuple, je vous propose de l'aborder en commençant par ses représentations les plus anciennes dans l'Antiquité. Donc c'est une question évidemment qui a un arrière-plan historique, dans l'Antiquité aussi, ce qui va nous amener à définir cette figure, à essayer de voir comment elle se représentait. Il y a deux grandes tendances, si vous voulez, qu'il faut retenir. D'une part, le peuple est à Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, 4e siècle avant Jésus-Christ, confondu, identifié au pouvoir du peuple. Vous savez que c'est la démocratie. Donc cet aspect du peuple démocratique est évidemment très important et va perdurer. Il y a deux manières d'aborder la question. D'une part, on pourrait penser immédiatement à une personnification. Comment se présente la figure ? Un homme, évidemment, puisqu'en grec comme en français, c'est du masculin, le peuple, o démos. Comment se présente-t-il ? Et il y a une autre question qu'on va voir se dégager, à laquelle on n'aurait pas pensé immédiatement, c'est que le peuple à Athènes se présente d'abord par des symboles historiques, c'est-à-dire par des grandes figures qui ont incarné un moment fondateur pour le peuple athénien. Institution de la démocratie, avec ceux qui ont tué le tyran, ensuite incarnation du corps civique, avec les figures des héros, les héros qui ont donné leur nom aux 10 tribus dans lesquelles sont répartis les citoyens d'Athènes. Et enfin, on va voir arriver la figure du peuple au sens de personnification. Donc, vous voyez, cette figure qui pourrait nous paraître immédiate et qui pourrait nous paraître d'emblée connue, a connu une évolution, a connu une histoire au cours à Athènes à l'époque classique. Nous allons d'abord commencer avec précisément ces représentations, ces symboles historiques. Vous savez que la démocratie athénienne, donc le pouvoir du peuple, a été instauré, je fais un rappel historique très rapide, à partir de la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et de ce point de vue-là, un moment très important qui a permis l'instauration de ce régime, sur lequel on va revenir, c'est l'assassinat du frère du tyran. Et en français, on dira les tyrannoctones, c'est-à-dire ceux qui ont tué le tyran, en anglais les tyrannicides, mais ça désigne ces deux personnages, Harmodios qui est le jeune et Aristogiton que vous voyez à gauche sur l'écran, qui ont en 514 avant Jésus-Christ assassiné le frère du tyran, ce frère qui s'appelait Hipparque. Leur figure, vous le voyez, a été commémorée par des statues. On en conserve des copies qui, pour celles que vous voyez, sont à Naples, mais on en connaît d'autres exemplaires. Et ce groupe qui représente ceux qui ont assassiné le tyran symbolise le moment même où le peuple, pour les Athéniens, prépare le départ du tyran. Et en effet, assassinat en 514 du frère du tyran,
Et en 510, donc 4 ans après, on est avant Jésus-Christ, c'est le tyran lui-même, Hippias, qui est obligé de plier bagage et d'aller en Perse. Donc les Athéniens, à la suite de cet événement, vont commémorer cet acte qui évidemment est un acte qui leur paraît héroïque puisque les deux tyrannoctones ont été tués par les gardes peu après l'assassinat d'Hipparque. Et les Athéniens vont commander dans les années qui suivent, à la fin du VIe siècle, un groupe sculpté pour les représenter au centre de la vie civique d'Athènes, sur l'agora. Et ce groupe sculpté ne va pas rester très longtemps, puisque les Perses qui envahissent Athènes et la prennent en 480, juste avant la bataille de Salamine, les Perses emportent le premier groupe sculpté. À ce moment-là, il est remplacé, dans les années qui suivent la victoire d'Athènes sur les Perses, il est remplacé par le groupe dont on conserve les copies, un groupe qui est dû à deux sculpteurs qui pratiquent le style qu'on appelle sévère, c'est-à-dire deux sculpteurs qui représentent l'homme mûr, Aristogiton, et le jeune homme qui va porter le coup pour exprimer toute la force, disons, de leur acte héroïque qui symbolise l'institution qui permet à la démocratie d'être instaurée ensuite. Il le représente donc en pleine action. Et il le représente sans doute dans la partie nord de l'agora d'Athènes, on n'a pas retrouvé la base, et pendant longtemps, ces deux statues seront les seules à représenter des Athéniens sur ce centre de la vie civique. Donc la démocratie athénienne vénère la mémoire de cet acte fondateur. Et d'ailleurs, on s'aperçoit, vous voyez sur la droite de l'image, que l'attitude ici de celui qui brandit l'épée est reprise de celle d'Harmodios, et que l'attitude de celui qui a le manteau, vous voyez, avec lequel il se protège, est reprise de l'attitude d'Aristogiton. Et là, nous sommes dans l'Éphaïstéion, nous sommes peu après le milieu du Ve siècle, pour représenter le héros fondateur d'Athènes, celui qui a réuni tous les villages d'Athènes, selon la légende, en une seule cité, c'est Thésée. Donc cette assimilation de Thésée, le héros fondateur d'Athènes, roi légendaire, au tyrannoctone, sur le même monument, vous voyez, ce sont les deux frises est et ouest qui le représentent ainsi, montre toute l'importance pour Athènes de ces pères fondateurs, si l'on peut dire, de la démocratie. Je vous rappelle que Athènes, donc à la suite, là c'est un petit rappel historique parce que ces images ont un fond historique. Là, Athènes, à la suite du départ de la fuite d'Hippias, le tyran, en 510, donc 2 ans après, on est avant Jésus-Christ, Clisthène institue une nouvelle répartition de la cité, une nouvelle répartition du corps civique du peuple d'Athènes. Il décide d'instituer 10 tribus, et ces tribus sont formées d'unités territoriales qu'on appelle précisément les peuples, les dèmes. C'est le même mot démos qui désigne ces circonscriptions territoriales, il y en a une centaine. Et pour assurer dans les tribus qui réunissent les Athéniens, les citoyens d'Athènes, une répartition égale entre les grandes régions, il décide de constituer chaque tribu de groupes de dèmes par 3, un dème de la côte, un dème de la ville, y compris, vous voyez, le Pirée ou le port qui était Phalère, et un dème de la partie intérieure, la Mésogée. Donc vous avez dans les tribus d'Athènes, dans les 10 tribus, une répartition égale de la population qui représente vraiment le peuple athénien. Et les noms de ces tribus sont tout à fait intéressants. Certains, et je n'ai pas mis de parenthèse, n'évoquent pas grand-chose, parce que ces noms sont les noms de héros
de héros athéniens qui ont été tirés au sort par la Pythie à Delphes. Vous avez ainsi Antiochos, qui a donné la tribu Antiochis. Mais vous avez Ajax, dont vous connaissez le nom par l'Iliade. Vous avez Érecté, un roi légendaire d'Athènes. Vous avez Égée, le père de Thésée. Vous avez Cécrops, le premier roi légendaire d'Athènes sorti de la terre. Et vous avez Pandion, qui appartient également à la famille des rois d'Athènes. Donc vous voyez que ces héros, qu'ils soient connus par ailleurs, ou qu'ils soient inconnus de nous en tout cas, ils étaient connus des Athéniens, mais avec une renommée moins grande, ces héros vont permettre de symboliser eux-mêmes, on pourrait dire, vont incarner le corps civique d'Athènes. Et leur importance est grande pour représenter le peuple. Ces 10 héros qu'on appelle éponymes, parce qu'ils ont donné en effet leur nom aux tribus, ces 10 héros ont reçu une base sur l'agora qui les représente. Et cette base, on connaît son état un siècle plus tard, vous voyez, au IVe siècle avant Jésus-Christ, dans les années 350-330. Elle représentait ces héros, on n'a retrouvé que la base, on n'a pas retrouvé évidemment les statues, entre deux trépieds delphiques. C'est en effet la Pythie d'Athènes, la Pythie de Delphes, qui avait tiré au sort ces héros d'Athènes. Et vous voyez où elle était exposée. Elle était exposée devant le bâtiment du Bouleuterion, c'est-à-dire celui où se réunissait le Conseil des 500 qu'avait institué la réforme de Clisthène. Et ce Conseil des 500, c'était un élément très important du fonctionnement démocratique d'Athènes, puisque c'est lui qui siégeait par 10e partie de l'année pour gérer, si l'on peut dire, le processus législatif. L'autre organe, et vous le savez très bien, dans la démocratie directe qu'est Athènes, c'est l'Assemblée du peuple, l'Ecclésia, où chaque citoyen athénien peut voter. Mais les textes sont préparés dans le Bouleuterion par la Boulée. Alors, vous en aviez 10, bon là j'ai mis une reconstitution où ils sont que 4, il faut compléter évidemment, mais cette base des 10 héros éponymes, elle est connue par une allusion dans une comédie d'Aristophane dès les années 420 avant Jésus-Christ. Mais archéologiquement, on ne connaît que l'état du IVe siècle. Alors ces héros éponymes sont évidemment aussi représentés sur le monument emblématique de la puissance d'Athènes. Et là, je crois que c'est vraiment un élément très important de la figure que le peuple d'Athènes donne de lui-même, l'image qu'il donne de lui-même à l'époque de Périclès sur le Parthénon. Sur la frise est du Parthénon, donc vraiment au centre, où converge, vous le savez, toute la procession qui part de cet angle et qui fait le tour du bâtiment et rejoint également de l'autre côté par l'autre élément de la procession. De part et d'autre de la scène qu'on appelle scène du Péplos, vous voyez les dieux. Et entre les hommes qui arrivent et les dieux se trouvent ceux qui sont sur ce schéma appelés des hommes. Non, tout le monde sait que ce sont les héros d'Athènes. Donc ces héros d'Athènes sont évidemment plus petits que les dieux. Les dieux sont assis, vous voyez, ils sont donc d'une échelle plus grande, mais ils ne regardent même pas les Athéniens qui approchent d'eux. Et c'est un élément très important qu'on n'a jamais vraiment mis en valeur. Ces héros, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont par groupe de 2, vous voyez sur cette séquence, il y en a 4, et sur l'autre, mais ils sont plus endommagés, vous en avez 6. Ils dialoguent entre eux, ils parlent entre eux. Alors comment dit-on, et c'est un élément très important qu'on a rarement vu sur le Parthénon, qu'on a rarement noté, ce sont les symboles mêmes donc du logos. Et le logos, c'est la parole, évidemment, c'est le dialogue qu'ils entretiennent, mais c'est aussi, vous le savez, la raison. Donc leur présence est un message très important dans la frise du Parthénon qui exprime la conviction de Périclès
qui a commandé, vous savez, avant la guerre du Péloponnèse, cette construction du Parthénon, donc un peu après le milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ. Périclès veut donner au peuple d'Athènes l'image du logos, c'est-à-dire de la raison. C'est un élément, je crois, très important pour mieux cerner la figure du peuple. Vous avez, peu après, l'autre élément, justement, qui est mis en valeur pour le peuple, la première véritable apparition du peuple personnifiée, mais dans un texte littéraire, dans une comédie d'Aristophane, Les Cavaliers. Je vous ai mis quelques citations, je ne vais pas tout lire, simplement je vais insister sur cette description du peuple qui est un vieillard gâteux dans la comédie d'Aristophane. Lui, il n'est pas du tout gouverné par le logos, vous voyez, il est gouverné par un démagogue, celui qui mène le démos par le bout du nez, si l'on peut dire. Et je vous lis juste un petit extrait de cette comédie. Donc, une comédie qui, évidemment, est destinée à faire rire le peuple d'Athènes en se voyant projeté sous la figure d'un gâteux qui est berné par le démagogue Cléon. Il s'agit de Démos, un habitant de Pnyx. Vous savez que la Pnyx, c'était le lieu de l'assemblée du peuple à Athènes, la colline. Un petit vieux grincheux, en plus sourd comme un pot. À la dernière foire, à ce que l'on rapporte, il achète un esclave, un tanneur fort expert en mensonges, un filou, le pire de la sorte. Quand ce Paphlagonien, la Paphlagonie c'était une région un peu barbare d'Asie mineure, connut le caractère du vieux, il le flatta, lui fit maintes courbettes, bref, le berna avec des rognures de cuir. Voilà l'image antithétique, si on peut dire, 20 ans après, celle qu'on avait vue avec les héros éponymes. Ici apparaît vraiment la personnification de Démos caricaturée. Bien évidemment, les images officielles d'Athènes ne conservent pas du tout ce type de représentation. Le démos dans des images officielles que nous conservons en partie, on va y venir maintenant, est évidemment magnifié, il ne va pas être caricaturé. Et c'est dans un genre qui apparaît justement au moment de la représentation de la comédie d'Aristophane pendant la guerre du Péloponnèse qui éclate en 431 avant Jésus-Christ et au cours de laquelle, au début, Périclès va perdre d'ailleurs la vie. C'est à ce moment-là qu'Athènes, évidemment, a des relations diplomatiques, un certain nombre de cités, et on conserve des reliefs au-dessus des textes qui mentionnent ou bien des traités, ou bien des lois, ou bien des décrets honorifiques. Là, vous avez un décret honorifique sous les yeux où, au-dessus du texte, qui n'est pas conservé sur la photo, mais qu'on a raccordé, se trouve représenté le personnage honoré à qui Athéna tend une couronne, et une autre divinité qui est Aphrodite lui impose la main en signe de protection. En effet, Proxénides était de Cnide, et à Cnide, la grande divinité, vous le savez, c'est Aphrodite. Aphrodite qui avait été représentée ultérieurement, au IVe siècle avant Jésus-Christ, par Praxitèle nu à Cnide et vêtu à Cos, l'île en face. Donc vous voyez là, sur ce décret pour Proxénides de Cnide, qui est représenté ici, comme quoi les divinités importantes le protègent, le couronnent. Et on arrive maintenant, on n'est pas encore dans la représentation du peuple, mais vous voyez qu'ici, ceux qui représentent le peuple, ce sont les divinités des cités, les divinités principales qu'on appelle les divinités polyades. Et dans ces divinités polyades, vous avez évidemment celle de Cnide, Aphrodite, celle d'Athènes, Athéna. J'en viens maintenant à un élément où apparaît sur un décret, au-dessus d'une inscription, un relief à en-tête. Alors, vous le voyez, c'est une stèle qu'on appelle le marbre Choiseul,
qui date de la fin de la guerre du Péloponnèse et qui met par écrit, sous le relief, les comptes des trésoriers qui gardaient le trésor d'Athéna qui était protégé dans le Parthénon. Donc c'est un document évidemment financier très important, et surtout à la fin de la guerre du Péloponnèse, où la cité d'Athènes a absolument besoin de mobiliser tous ses moyens. Et on diverge sur l'interprétation des figures. Alors, vous avez en haut à gauche une figure qui est évidemment particulièrement chère à Athènes, même si elle n'a pas l'égide. Vous savez que l'égide, c'est cette peau de chèvre que vous devinez, mais le relief est endommagé sur l'autre relief. Même si elle n'a pas l'égide, elle porte, vous le voyez ici, une lance. C'est donc une divinité qui est armée. Et cette divinité armée, vêtue du péplos. Le péplos, qui était une pièce de tissu agrafée sur les épaules et qui était ouverte sur le côté droit, et le vêtement propre des Athéniennes et d'Athéna au premier chef. Alors, on n'a pas l'impression qu'elle ait eu un casque, même si la figure est ici endommagée. En tout cas, il s'agit bien d'Athéna, puisque elle est à côté d'un arbre qui est l'olivier sacré de l'Acropole. Un olivier sacré qui marquait évidemment sur l'Acropole la présence éternelle de l'invention d'Athéna. Vous savez que Athènes, dans la légende, est revenue à Athéna qui a créé l'olivier. Arbre évidemment qui permettait les productions pour Athènes. Au contraire, Poséidon, qui lui disputait dans la légende la possession d'Athènes, a fait sortir, alors suivant les sources, ou bien une source d'eau salée sur l'Acropole, ou bien un cheval. Et le jugement rendu par Cécrops, dont on a parlé tout à l'heure, dans la légende évidemment, et a attribué la possession d'Athènes à Athéna. Donc vous voyez, c'est la présence de l'olivier là qui nous amène évidemment à confirmer, s'il en était besoin, l'identification de la divinité polyade Athéna. D'autre part, la stèle a été trouvée sur l'Acropole et il s'agit des comptes du trésor qui était conservé dans le Parthénon. En face, je vous ai mis le nom d'Érectée. Mais il y a une discussion sur cette figure, sur l'identification de cette figure. En effet, dans les deux ouvrages qui traitent de ce type de relief qu'on appelle en français relief d'en-tête de décret ou relief à en-tête de décret, vous voyez, qui sont en en-tête du décret, c'est-à-dire au-dessus du texte. Là, ce n'est pas un décret, ce sont des comptes, mais l'appellation d'en-tête de décret est usuelle. Vous avez dans ces deux livres un qui est en anglais de Lawton qui propose de reconnaître Érectée et l'autre livre en allemand de Marion Meyer propose d'y reconnaître la figure du démos, du peuple. Alors on discerne à peine qu'il avait une petite barbe et qu'il était tourné vers l'olivier en face d'Athéna. Il est d'ailleurs presque aussi grand qu'Athéna, mais on peut dire aussi grand. Sinon, qu'est-ce qui nous amène à choisir Érectée et non pas Démos, dont ce serait la première apparition sur ce type de document? C'est en fait la manière dont il se présente avec le bâton qu'on a vu déjà tout à l'heure sur la frise du Parthénon. Vous voyez, tous ces personnages qui sont obligatoirement, là, sans problème, sans conteste, des héros éponymes d'Athènes. Tous ces personnages s'appuient en dialoguant, symbole du logos, sur des bâtons qui marquent, disons, ce moment de stabilité, de loisir, avec des attitudes qui diffèrent les unes des autres. Donc ici,
vous avez vraiment une représentation, à mon avis, là je me range vraiment du côté de l'automne, une représentation non pas du démos, le peuple athénien, mais de sa composante qui est un héros éponyme. Alors pourquoi un seul héros et non pas les 10 héros? Parce que sur la frise du Parthénon, ils sont bien 10. Et ils sont bien 10 pour montrer toute l'importance du logos, toute l'importance de l'ensemble du peuple athénien. On ne va pas choisir un seul héros. Alors, il peut y avoir plusieurs explications. L'automne a évoqué le fait qu'Érectée était honoré en particulier, son culte, vous le savez, était localisé sur l'acropole dans l'Érectéion. L'Érectéion dont vous connaissez, je n'ai pas mis de photo, mais vous connaissez la tribune des Cariatides. Et l'Érectéion est un bâtiment complexe sur l'acropole qui mélange différents cultes. Il y a d'abord le culte évidemment d'Érectée, puisque le porche qui domine Athènes, qui est opposé à la tribune des Cariatides, était censé rappeler le palais du roi Érectée qui dominait la ville sur l'acropole, roi légendaire d'Athènes. Et vous avez aussi le temple d'Athéna Polias, qui est dans le même complexe, et Athéna Polias est évidemment la divinité Poliade d'Athènes. Donc, ces différents éléments vous amènent l'automne à penser à Érectée. Également, un autre élément auquel vous pouvez prêter attention, qui est peut-être moins visible, c'est le fait qu'il a les pieds nus. Et sur la frise du Parthénon, il y a un seul héros, mais vous me direz, comme il y en a 10, on ne connaît pas leur nom, mais un seul a les pieds nus, et là, malheureusement, la photographie, je crois, la qualité ne permet pas de bien le discerner. Je m'aperçois d'ailleurs que vous n'avez pas la flèche qui s'affiche. Alors, je vais peut-être demander s'il y a un technicien, s'il y a la possibilité, parce que j'étais persuadé que vous voyez la flèche, et en fait, il n'y a rien. Est-ce qu'il est possible d'avoir la flèche sur le... Non, ça ne doit pas être possible. Attendez, je vais essayer de voir si on peut la régler. Non, parce que moi, j'ai bien la flèche que... Bon, bah écoutez, on va... Je ne sais pas s'il y a un pointeur, éventuellement, peut-être ça. Oui, parce que là, moi, j'ai la flèche, mais rien ne s'affiche. Voilà. Bah, écoutez, sinon, je vais peut-être me lever et à ce moment-là, pour vous indiquer ce détail. Vous voyez, il a donc le pied nu et là, on le voit bien. Et en même temps, son pied, vous voyez, la ligne du sol est enfoncée. On dirait la terre, mais en fait, vous savez, sur l'acropole, c'est le rocher. Son pied est un peu enfoncé. Il y a vraiment un contact très étroit avec la terre. Et c'est l'argument qui amène aussi, l'argument supplémentaire qui amène à choisir plutôt Érectée, parce que Érectée était, dans la légende, confondu avec son grand-père, qui s'appelait Érictonios. Et Érictonios, vous remarquez, ce terme ktone, c'est-à-dire la terre, et Érictonios était né de la terre. Dans un certain nombre de légendes, il y a une confusion entre le grand-père et le petit-fils, dans la mythologie bien évidemment, si bien qu'Érectée est tellement lié au sol et lié au rocher sacré de l'acropole, et c'est un élément supplémentaire qui amène, à mon avis, à se ranger du côté de l'automne, d'autant plus qu'Érectée est le héros de la tribu dont un des dèmes est sur l'acropole. Donc vous voyez que c'est le peuple d'Athènes qui est quand même représenté par le biais du héros qui possède l'acropole. Donc là, ce sont des éléments importants qu'il faut garder à l'esprit et qui ont amené
à confondre un petit peu les deux figures. La figure du démos qui est général et la figure d'un héros éponyme qui représente en fait bien le démos lié à la terre. Il ressort de cet aspect-là un élément très important qu'il faut retenir, c'est que les Athéniens se disaient, vous le savez, autochtones, c'est-à-dire qu'ils se disaient nés du sol. Ils étaient liés intimement au sol de leur cité, comme l'étaient Érecté, comme l'étaient ces rois légendaires sortis de la terre. Et cet élément nous amène donc à compléter l'image mentale que se faisaient les Athéniens du peuple. Le peuple est d'abord lié à sa terre. Vous voyez, il y a le sol athénien qui est un élément indissociable de cette citoyenneté athénienne. Alors voyons, finalement, pour le 5e siècle, nous n'avons pas trouvé sur les documents officiels le peuple. Nous l'avons trouvé dans la comédie uniquement d'Aristophane et nous en avons trouvé une image qui était une image caricaturale. En revanche, nous trouvons le peuple dans son organisation civique par le biais des héros éponymes. Et pour essayer, pour apporter encore un autre document, ah ben là maintenant, j'arrive plus. Ah voilà. Pour apporter un autre document à celui que nous venons de voir, ce marbre Choiseul, que vous pouvez, je crois, voir actuellement au Louvre-Lens. Je ne crois pas qu'il soit au Louvre, mais il a été envoyé au Louvre-Lens pour quelque temps. Vous avez un autre inventaire des trésoriers d'Athéna et des autres dieux qui est à la charnière entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Vous savez que l'année 400-399, ça signifie qu'on commence au début de l'année qui est en juillet et qu'on termine, donc deuxième semestre 400 avant Jésus-Christ, et on termine premier semestre 399. C'est pour ça qu'on a toujours ces doubles dates. On peut déterminer à l'année près la séconte, puisqu'on a le nom de l'archonte, du magistrat, qui donnait son nom à l'année et qu'on sait dater de manière absolue. Alors ici, vous avez de nouveau, et c'est tout à fait intéressant, Athéna, avec son bouclier, là, elle ne tient pas la lance, en face d'un personnage avec le bâton et un personnage barbu, qui paraît méditer et qui paraît vraiment très proche de ces personnages que vous voyez ici, je faisais avec la flèche, sur la frise continue du Parthénon. Vous avez en effet, pour présider à ces comptes, un symbole de la confiance. Et cette scène où les deux personnages paraissent se serrer la main, pas exactement d'ailleurs comme sur les stèles où les mains sont vraiment jointes. Ici, Athéna met sa main paume vers le haut et recueille le poing fermé du personnage en face. Personnage en face qui est forcément, on l'a vu, érecté. Là, je n'insiste pas. Tous les éléments de rapprochement avec le document précédent, le marbre Choiseul, amènent à le déterminer. Alors, c'est un élément évidemment très intéressant de voir ici ce symbole de la confiance entre la divinité d'Athènes et le héros éponyme de l'acropole qui a la garde du trésor. Alors on s'est demandé d'ailleurs si dans ce point fermé, il ne tenait pas quelque chose, une bourse, mais je vais vous dire, là, on n'a pas de certitude. Il y a eu d'ailleurs sur ce document une petite confusion qui a été faite dans un article, parce qu'on a cru que ce « et », vous voyez, ça signifiait que c'était le démos. Non, pas du tout. Là, on est en haut de l'inscription, et ce « e », ce « epsilon », la lettre grecque, va avec ce « omicron », et ici, il faut restituer un iota, un « i », et au début, vous avez un
Théta, donc ça signifie Théoi, les dieux. C'est normal, c'est l'invocation au début des contes. Donc ici, c'est érecté, et ce n'est pas, comme on l'a souvent dit, démos non plus. Donc nous avons, avec ces différents documents, une représentation du peuple sous forme d'un héros qui est mis au niveau, et c'est normal, d'une divinité qui incarne la cité. Il faut attendre le IVe siècle pour trouver quelques représentations dans ces reliefs du peuple sous une forme qu'on peut dire personnifiée. Et je commence avec un premier document, vous voyez, qui date de 376-375. C'est un traité d'alliance entre Athènes, et alors là, vous n'avez aucune difficulté à reconnaître immédiatement Athéna avec son casque, et d'autre part, Corcyre, l'actuel Corfou. Et là encore, il y a une petite discussion sur l'identification. En effet, vous voyez Athéna un peu isolée, qui regarde vers le sol et qui paraît d'ailleurs même désigner de la main droite la partie inférieure. Vous voyez de l'autre côté un personnage assis, barbu, qui siège sur le rocher. Ce personnage serait Démos, le peuple d'Athènes, et entre les deux se trouve une jeune fille, une jeune femme, qui écarte son voile. Alors, comment l'identifier? Si vous avez le peuple d'Athènes à gauche, vous avez, et puis dessous, vous avez cette longue inscription du traité qui se prolongeait encore vers le bas. Comment l'identifier? On a pensé évidemment à la personnification de Corfou, de Corcyre. Et le geste même que fait la jeune femme est un geste que fait Héra, la déesse du mariage, sur un certain nombre de représentations. Ce geste où la femme se dévoile, écarte son voile pour signifier le mariage, l'union, ce qui va très bien évidemment dans le cas d'un traité d'alliance réciproque entre Athènes, qui serait le démos, et la Corcyre, qui serait la femme, sous le regard d'Athéna, qui évidemment préside à cette union entre une cité étrangère et le peuple d'Athènes. Je pense cependant, et là encore ça fait l'objet des discussions, donc je reprends une des théories qui a été présentée, qu'on a plutôt ici que des divinités. Donc c'est dommage évidemment parce que nous cherchons Démos personnifié depuis déjà quelque temps. Ici, vous auriez Héra, la déesse du mariage, qui était la grande déesse de Corfou, de Corcyre, Héra Acraïa. Et ici, vous auriez Zeus, le protecteur des serments, Zeus Orchios. Donc là, il y a une discussion, vous voyez, on n'est pas sûr que Démos arrive déjà dès le début du IVe siècle. En revanche, on sait par les textes que le peuple était représenté par l'artiste Euphranor dans une peinture évidemment perdue qui date des années 360, donc un petit peu après ce traité d'alliance, 360 avant Jésus-Christ. Il était représenté dans une peinture abritée sous un portique, sous une stoa de l'Agora, donc le centre civique d'Athènes. Et on voyait, d'après Pausanias, sous la stoa de Zeus et Eleuthérios, on voyait Thésée. On a déjà vu Thésée tout à l'heure symbolisant l'origine même d'Athènes, puisque c'est lui qui a réuni les dèmes, les peuples dispersés de l'Attique, en une seule cité, en un seul démos. Et vous aviez donc Thésée, vous aviez Démos, le peuple, et vous aviez Démocratia. Donc dans les années 360, on a bien là une attestation perdue évidemment, puisque la peinture a complètement disparu avec ce portique. Et il faut attendre une date cruciale pour Athènes, qui est sa défaite
En 338 avant Jésus-Christ, Athènes est défaite par le roi de Macédoine, le père d'Alexandre, Philippe II, à Chéronée. Chéronée, Athènes s'était alliée à Thèbes et à Chéronée en Béotie. Les deux cités sont complètement défaites. Athènes est épargnée, au contraire de Thèbes. Et Athènes, après 338, va essayer de reconstituer ses forces, de restaurer ses institutions. Et on en a un témoignage avec une loi contre la tyrannie en 337-336. Vous voyez, donc l'année suivante, la défaite de Chéronée. Et vous avez bien ici un texte complet, avec même sa base, trouvé sur l'Agora d'Athènes. Et vous voyez ce caractère monumental du texte. Il y a véritablement un élément très parlant, avec un long texte qui va jusque-là, vous voyez, et en haut se relief cette image qui représente Démos, là on en est sûr, qui est couronné par la démocratie. Alors cette loi contre la tyrannie a un contenu historique évidemment tout à fait important. Elle est destinée à préserver la démocratie à Athènes, le régime institué à partir des réformes de Clisthène. Et en même temps, donc, Démos, on le voit sur cette image, Démos est âgé. Vous le voyez, enfin j'espère que vous le voyez suffisamment. Vous avez ici un vieillard qui est âgé et qui trône. Au contraire, Démocratia est jeune et lui met une couronne sur la tête. Alors pourquoi Démos est-il âgé ? C'est évidemment une constante. On l'avait même vu dans les Cavaliers d'Aristophane un siècle plus tôt. Vous aviez un vieillard gâteux qui se laissait mener par le bout du nez par le démagogue. Mais ici, le vieillard est destiné à susciter un sentiment non pas de moquerie, mais de respect. C'est en effet ce caractère vénérable du peuple d'Athènes, sorti de la terre, dont autochtone, également, selon les contemporains, connaissant la démocratie depuis plus d'un siècle et demi, depuis 508 avant Jésus-Christ, de ces réformes de Clisthène, avec une démocratie qui est forte. Vous voyez que l'image, c'est une image officielle, est tout à l'opposé de l'image que présentait du peuple Aristophane un siècle avant dans une comédie. Là, on est dans le contexte d'une protection des institutions du peuple. Cette loi contre la tyrannie représente évidemment, dans son relief en tête, représente évidemment le peuple personnifié sous un jour totalement positif. Et on a d'autres attestations dans les mêmes années. Vers 330, vous voyez, bon, là c'est un relief plus modeste et moins bien conservé évidemment, mais qui représente bien le même personnage couronnant un petit personnage honoré dont on ne connaît même pas le nom, l'inscription a disparu. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que nous avons une décision, un décret d'une de ces composantes territoriales d'Athènes dont je vous ai parlé, d'un dème, d'un peuple. Alors, en voyant l'image, la décision émane de l'assemblée, non pas du peuple à Athènes qui se réunissait à l'Ecclésia sur la Pnyx, mais elle émane ici d'une assemblée qu'on pourrait dire villageoise à Acarne. Et cette circonscription territoriale s'appelle aussi Dème, Démos, comme le peuple d'Athènes. Donc vous voyez que la figure centrale du peuple d'Athènes est aussi utilisée dans le cas d'une composante territoriale issue de la réforme de Clisthène, le dème, quand il prend une décision et qu'il décide d'honorer un concitoyen. Donc ça, ce sont des éléments, évidemment, qui amènent à voir que cette image du peuple se répand. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire si on regarde que les documents du 5e siècle,
dans le dernier tiers du IVe siècle, se multiplient les figures du peuple. Vous voyez, il ne faut pas dire que ça disparaît, bien au contraire. Et il y a un paradoxe. Le paradoxe tient au fait que cette multiplication des figures du peuple se passe à un moment où la cité d'Athènes, d'un point de vue extérieur, a perdu beaucoup de son importance. Elle est évidemment en train de se restaurer autant qu'elle peut pour ses institutions, pour ses finances, sous le, on dirait, gouvernement, la stratégie de Lycurgue, qui est l'orateur qui a remplacé, enfin qui est à la tête, disons, de cette restauration d'Athènes après Chéronée, très sévère défaite d'Athènes. Mais cette multiplication du peuple, elle traduit en positif, si l'on peut dire, les difficultés de la cité. La cité d'Athènes veut se mobiliser en se représentant par une personnification. Donc, il y a bien une évolution. Elle continue évidemment toujours à produire des documents officiels dont les en-têtes, les reliefs en-tête, peuvent représenter des divinités polyades. Il ne faut pas imaginer qu'il y a uniquement Démos dans tous les cas. Mais on assiste à une multiplication des images du Démos et même, à mon avis, à une apparition après Chéronée, avec cette stèle qui est tout à fait importante, évidemment, destinée à protéger la démocratie. Et Démos est associé, comme depuis le début, dans les conceptions, à la figure du pouvoir du peuple, de la démocratie. Alors, on assiste à toujours dans ce moment, si l'on peut dire, de grand succès du peuple personnifié. On a un document, bon, l'image n'est peut-être pas excellente, mais un document intéressant. Un document intéressant d'abord par la date. Vous voyez immédiatement que on est dans l'année 323-322, et en 323, Alexandre est mort à Babylone. Donc on est juste après la mort d'Alexandre. Et si vous vous souvenez que peu après la mort d'Alexandre, Athènes se révolte contre la tutelle macédonienne dans la guerre qu'on appelle la guerre lamiaque, qui va se terminer par la sévère défaite d'Athènes, très rapide, en 322. On est à un moment où Athènes, juste avant de se révolter contre la Macédoine, noue des relations diplomatiques pour essayer de trouver des appuis à l'extérieur. Et notamment avec la Phocide. La Phocide, mais ça on le sait par ce texte, la Phocide se trouve dans la région de Delphes. Donc, dans ce décret honorifique, où on honore 2 ambassadeurs phocidiens, de Phocide, vous avez, comme toujours, alors vous le voyez peut-être mal sur l'image, c'est Athéna, il reste un petit peu des traces du cimier de son casque. Donc vous avez tout à fait à gauche la figure d'Athéna. Vous avez au centre le plus petit personnage, il y a 3 échelles. La plus grande, c'est Athéna. Ensuite, le plus petit, c'est un personnage honoré qui est couronné. La couronne est là. Il est couronné par une figure masculine et une figure féminine. Alors bon, on a déjà vu il y a un instant la stèle, le relief du couronnement de Démos assis par démocratie. Donc ici, on a vraisemblablement les mêmes personnages. Vous avez, mais qui couronne le personnage honoré, vous avez Démos et vous avez la démocratie. Donc cette réunion de 4 personnages est intéressante. Mais alors vous me direz, mais il y a quand même un problème, c'est que normalement il y a 2 ambassadeurs phocidiens et sur le relief on n'en voit qu'un qui est couronné. En fait, Athéna prépare une autre couronne, vous voyez. Donc on peut supposer que l'autre ambassadeur va recevoir sa couronne qui est préparée, mais le champ du relief ne permettait pas de le représenter. Donc cette réunion de démos et démocratie, à la veille du moment où Athènes va déclarer la guerre au successeur d'Alexandre en Macédoine, symbolise un petit peu le dernier éclat
de Démos pour les Athéniens en l'associant à la figure de démocratie. Et le genre même de ces reliefs officiels, reliefs en tête de décret, disparaît à partir de la fin du IVe siècle. Bien évidemment, Athènes tombe au pouvoir de la Macédoine en 322. Les institutions démocratiques sont suspendues et il faut... je n'entre pas dans les détails de l'histoire, mais vous savez que la cité d'Athènes, tout en continuant à exister, quand elle est dominée par la Macédoine, ne jouit pas des institutions démocratiques qui permettraient de produire ce genre d'image avec la représentation de démocratie. Après, que se passe-t-il après 300 ? On garde, la figure de Démos ne va pas disparaître complètement. On en a peu de témoignages visuels, mais on en a des témoignages écrits. On a des inscriptions qui mentionnent des monuments de Démos, et notamment qui mentionnent cette image que vous voyez ici, où Démos couronne le personnage honoré. Ça devient une image habituelle pour des statues en bronze. Simplement, ces statues ont disparu et nous n'avons plus que l'inscription pour témoigner de ce genre de monument honorifique. Alors, certains archéologues ont essayé évidemment de retrouver des Démos. Ils regrettaient, et c'est normal, cette disparition des statues en bronze. Et il y a une hypothèse qui a été présentée pour essayer de visualiser la figure de Démos. Mais avant d'en venir, puisqu'on a encore quelques minutes, à cette hypothèse, je veux rappeler quelques témoignages qu'on dit épigraphiques, c'est-à-dire qui sont transmis par des inscriptions. On sait qu'à Athènes, d'abord, Démos a continué à faire l'objet d'un culte quand, pour quelques années, moi j'ai 50. C'est à 55 qu'il faut s'arrêter. Bon, on va se dispenser des questions là. Donc, vous avez, à moins que ce ne soit pas la bonne heure sur la machine, vous avez donc ici 51, non, c'est bon. Vous avez donc, en dehors d'Athènes, à Athènes même, un culte de Démos qui est associé à Aphrodite des magistrats, Aphrodite hégémonée, qui est attestée en 229 avant Jésus-Christ. C'est un moment où la cité, pour quelques années, s'émancipe, pour un certain nombre d'années, s'émancipe de la tutelle de la Macédoine. Et Démos est alors associé aussi aux charites, c'est-à-dire tous les cadeaux, toutes les grâces qui viennent de lui, et il est associé, c'est symptomatique, au culte des souverains lagides, des Ptolémées d'Égypte, qui ont financé la démocratie athénienne dans ces années-là. Donc, vous voyez, il y a un changement important, on passe à la cité avec les rois. Et Démos est donc associé au roi. Alors, on a cherché à l'identifier dans des statues honorifiques, mais en pensant que dans ces statues de Kos, on aurait à gauche un Démos jeune, puisque jusqu'à présent, nous l'avons toujours vu âgé. Mais à ce moment-là, on pourrait aussi bien voir dans la statue de droite qui est barbu un Démos. Vous voyez, vous pourriez les multiplier. Tout simplement parce que ces personnages qui portent le manteau sont les modèles des citoyens honorés qui héritent de ce type de représentation. Et pour terminer, vous avez un monument qui marque bien la rupture avec le début de l'époque impériale en Asie mineure à Aphrodisias. Aphrodisias, la ville d'Aphrodite. Vous voyez ici dans ce monument funéraire d'un grand évergète d'Aphrodisias, vous voyez toutes ces couronnes qui sont représentées et vous voyez Démos, il a son nom qui est indiqué ici, vous voyez Démos qui présente au personnage honoré un bâton
tandis qu'il est couronné par la divinité Polyade d'Aphrodisias, Aphrodite. Cette représentation est inscrite évidemment dans toute une tradition, mais se multiplient à ce moment-là les allégories qui représentent des vertus. Ici, c'est l'honneur, Timée, qui couronne le personnage honoré. En présence d'Andria, Andria, c'est le courage. Donc, à l'époque impériale, au début de l'époque impériale, on s'inscrit évidemment dans cette tradition que nous avons vue, mais ce qui est tout à fait remarquable dans cette évolution, c'est que ce sont des abstractions, et Démos lui-même devient une abstraction parmi d'autres. Tout n'est plus centré sur la figure de Démos, mais qui perd son caractère central. Donc, pour conclure, on saisit, vous voyez, dans ces 5 siècles que nous avons survolés, toute l'évolution qui fait passer de la mobilisation du peuple et des citoyens autour de la figure de Démos, qu'on a vu notamment sur les reliefs d'Athènes, après avoir vu l'organisation civique sur les tribus avec les héros éponymes. On assiste donc à la multiplication des personnifications où Démos n'est qu'une figure parmi d'autres. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je crois qu'en effet, on n'aura pas beaucoup de temps là pour la discussion et même peut-être, je vérifie, une seule minute.